Togo Info, le Togo à votre portée. Bienvenue messieurs, dames, dans Actu Débat sur la 97.1, Actu Débat de ce jeudi 8 janvier de l'an 9 janvier plutôt de l'an 2020. Nous recevons pour vous Anani Sossou, il est journaliste, activiste. Comme annoncé, nous avons comme invité spécial pour donc débat d'expression, d'actualité sociopolitique du pays, Innocent Anani Sossou. Il m'a fait savoir qu'il n'aime pas trop les prénoms importés. Anani Sossou, bonjour à vous. Bonjour Elie, bonjour aux auditeurs de Métropolis. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs pour chacune et chacun d'entre vos auditeurs et au-delà à tous mes compatriotes, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou dans la diaspora. Je souhaite que cette année 2020 soit une année d'accomplissement de chacun d'entre nous, que cette année soit une année de prospérité pour notre pays et surtout que cette année soit une année où il y a des échéances électorales qui s'annoncent. Ces échéances électorales, comme par le passé, sont toujours vectrices de violence. Je souhaite que cette année 2020, avec ces échéances, apporte plutôt un esprit de discernement chacun pour qu'on ait une campagne d'abord apaisée et qu'à l'issue de cette élection, que les vaincus reconnaissent d'avoir été battus, que le vainqueur soit humble dans sa victoire et que les organes qui sont impliqués dans le processus électoral puissent dire réellement qui a gagné et qui n'a pas gagné et que la transparence soit au bout du compte pour que chaque Togolaise et chaque Togolais puisse se retrouver dans le candidat qui sera élu après ces échéances électorales. Bonne année à tous mes compatriotes. Merci à vous, Nani Sossou. Toute la rédaction de la Super Radio Métropolis vous présente également nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle année 2020. Merci. Merci à cette radio qui fait un devoir patriotique d'accorder ses antennes pour que toutes les voix, toutes les sensibilités puissent s'exprimer. C'est ça le soubassement et l'essence même de la démocratie. Il faudra que tout le monde puisse s'exprimer, que toutes les sensibilités soient représentées et qu'on ait un débat d'idées, projet contre projet, idée contre idée, au lieu que chaque fois on dise que si quelqu'un ne partage pas votre avis, si quelqu'un ne partage pas vos idées, qu'il soit l'ennemi à abattre. Non, la démocratie que nous appelons de tous nos voeux suppose que même en dehors des idées, en dehors des débats, qui sont des débats purement de forme, que même des adversaires politiques se retrouvent autour d'une table pour boire, manger, qu'il y ait d'abord le vivre ensemble. C'est l'un des objectifs que je poursuis beaucoup pour que on ne cristallise pas le débat sur des a priori, sur des préjugés, mais que le débat se cristallise plutôt sur des débats se cristallisent sur des projets, sur des idées. Et qu'au-delà de la politique, que nous soyons d'abord tous des frères et des sœurs togolais. Merci à vous, Nani Sossou. Anani Sossou, le débat sur l'actualité sociopolitique aujourd'hui, c'est bien. Fornia Singbe, il est désormais candidat. Vous attendiez-vous à ce que Fornia Singbe soit candidat ou vous l'avez analysé autrement? Mais il faut quand même dire que ceux qui sont surpris par cette candidature m'étonnent. Parce qu'il y a des signes précurseurs qui étaient là. On a vu comment UNIR a investi le terrain depuis les élections législatives, depuis les élections locales, et juste après les élections locales, ils n'ont pas dormi. Ils étaient là tout le temps, et puis quand on entend bien les pontes du régime, comme Gilbert Barra qui dit qu'on ne peut pas laisser le Messie sur le banc alors qu'il est en forme, quand on écoute le secrétaire exécutif de UNIR, M. Achole,
quand on écoute presque les membres du gouvernement et ceux qui tiennent ce régime, il est surprenant que des gens disent que non, Faure ne sera pas candidat. Donc moi, personnellement, je l'avais annoncé depuis. Hein. Mais la lenteur avec laquelle oui, chaque parti a sa stratégie. Le suspense tenu faisait croire à certaines personnes que Faure Gnassingbé pourrait se désister. Non, il faut arrêter avec les spéculations dans ce pays. Il y a des gestes et il y a des propos qui ne trompent pas. Ce n'est pas parce que le candidat à unir, M. Faure Gnassingbé, se prononce au dernier moment qu'il ne se présenterait pas, puisqu'il y a des signes précurseurs qui l'annonçaient. Donc les spéculations que j'ai lues sur la toile, disant que la France fait pression, les chefs d'État de la sous-région font pression, non, mais les gens spéculent pour rien. Le cas du Burundi était là. Même l'Union européenne s'est prononcée ouvertement contre la candidature de Pierre Nkurunziza. Et il y a des sanctions qui ont suivi. La SADC, les pays des Grands Lacs, de la région des Grands Lacs. Il y a beaucoup de monde, d'institutions internationales qui se sont prononcées contre la candidature de Pierre Nkurunziza. Mais résultat des courses, le gars s'est présenté, il a été élu, les sanctions ont suivi, une forme de rébellion également était née, mais au finish, personne n'a pu rien faire. Donc c'est dire que en matière d'élection, tout pays a sa souveraineté. Il appartient aux acteurs politiques d'un pays de s'asseoir, de s'entendre sur des processus qui pouvaient faire qu'un candidat ne se présente pas ou bien qu'il se présente. Et au Togo, légalement, Faure Gnassingbé pourrait se présenter. Bien évidemment, la constitution qui a été promulguée le 15 mai 2019 ne dit pas qu'il y a un candidat qui ne peut pas se présenter, étant donné que la loi ne peut pas être rétrospective. Ça donne l'ouverture à Faure Gnassingbé de se présenter. On aurait pu, l'opposition bien sûr et la société civile, on aurait pu entrer dans des négociations politiques avec M. Faure Gnassingbé pour trouver un accord politique pour qu'il ne se représente plus en 2020. Ça c'est différent, ça c'est ce qu'on appelle des accords politiques. Mais sur un plan... En dehors de toute base légale. Voilà, ça c'est en dehors de toute base légale. Mais sur un plan purement juridique, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher un candidat comme Faure, étant donné qu'il y a une nouvelle constitution qui a été promulguée, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher, par exemple, de se représenter. Donc on aurait pu passer autrement, trouver des accords politiques, négocier à fond, que chacun taise ses égos, que chacun dise que la nation est la chose qu'il faut défendre le plus, que l'intérêt national doit prévaloir, que chacun fasse des concessions pour entrer en négociation avec Faure Gnassingbé pour trouver un compromis politique qui lui permette de ne pas se représenter. Mais là, quand on a attendu et qu'on fait des spéculations et qu'on va sur des médias ou bien dans des meetings pour dire non au 4e mandat de Faure, oui, ça c'est des propos, c'est de belles paroles. Mais qu'est-ce qui peut empêcher ce 4e mandat? Personne ne l'a fait en amont. Voilà le problème. Certains leaders politiques, aussi bien Tiki Achadam qui est resté en exil, ont appelé à une mobilisation populaire pour empêcher un 4e mandat de Faure Gnassingbé. Oui, mais vous avez vu ce que la classe politique de l'opposition a fait des mobilisations populaires de 2017 et 2018. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit le paysage politique, quand on entend nos compatriotes dans les rues, quand on les écoute dans les médias, quand on les lit sur les réseaux sociaux, je ne pense pas aujourd'hui que du jour au lendemain, Faure va se prononcer et puis les gens vont rentrer dans la rue pour contester cela. Non, une mobilisation, c'est un travail qui se fait en amont. Quand vous avez vu le soulèvement populaire du 19 août 2017, c'est parce que qui était à l'intérieur du pays a parlé aux populations, a expliqué le fondement de cette révolte-là. Donc les gens ont compris pourquoi ils devraient se révolter. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé en 2017 d'abord, puis 2018, avec des soupçons de corruption qui d'ailleurs sont avérés, avec tout cela, ça a démobilisé les gens. Donc les gens se sont dit, bon, si vous luttez pour nous, nous avons eu nos compatriotes, nos amis, nos frères qui sont morts pour une cause que vous voulez défendre, mais que au finish, vous-même, vous avez saboté. Il y a quel intérêt alors à rentrer dans la rue? Non, donc je ne pense pas que M. Tiki Achadam, depuis l'extérieur avec les appels audio, puisse convaincre qui que ce soit à rentrer dans la rue. Non, il faut un travail de terrain, un travail en amont, pour que les gens comprennent que au-delà
de la candidature de M. Faure Gnassingbé, il y a un véritable problème d'alternance politique, que les gens comprennent cela, et que les gens se disent, mais pourquoi il faut cette alternance-là? Pourquoi on ne veut plus que Faure soit au pouvoir? Pourquoi c'est X ou Y qui est le mieux placé pour le remplacer? Donc, c'est un travail de pédagogie qui n'a pas été fait. Et dans ce sens, je ne vois pas aujourd'hui qui va se soulever pour aller dans la rue, étant donné qu'on n'a même pas un leadership avéré. Il y a une multitude de candidatures. Je vois que la Seigneur dit candidat, dont un candidat pour le pouvoir et les 9 autres, soit indépendants, soit des partis politiques, mais qui se réclament tous, les 9 autres de l'opposition. Donc je ne vois pas aujourd'hui quel leadership peut conduire à une remobilisation de ce Togo-là. Anani et Sossou, l'annonce de la candidature de Faure Gnassingbé ou son investiture, en quoi cela peut ou pourrait-elle inquiéter aujourd'hui l'opposition ou les leaders candidats de l'opposition? Bon, il faut être clair sur une chose. Quand on voit au regard des élections, parce que pour les élections au Togo, chacun sait ce que c'est, on a eu une longue histoire d'élections tripatouées, d'élections charcutées, de contre-vérité des urnes. Tout le monde connaît cette histoire, mais au regard des récents développements, surtout liés aux élections locales, nous avons vu quand même le poids politique de l'UNIR. Ça, c'est sans contestation. Parce qu'au niveau des élections locales, chaque parti avait ses représentants, que ce soit au niveau des bureaux de vote, ou bien que ce soit en matière d'organisation, on avait 2 partis politiques quand même de l'opposition, ADI et le CAR qui étaient représentés, qui ont suivi le processus de bout en bout. Donc au regard des dernières élections locales, il faut dire quand même que UNIR a un poids politique indéniable, qu'on se le dise. Et également, il faudra que l'opposition ne se leurre pas. Le Togo ne s'arrête pas qu'aux grandes agglomérations, comme Lomé, Palimé, Atakpamé, Sokore, Kara, Dapaon, ou Mango, ou Aneho. Non, le Togo ne s'arrête pas que là. Mais quand vous allez dans des villages reculés, quand vous allez dans des cantons, quand vous allez dans des hameaux, c'est là où vous allez voir que des compatriotes ne connaissent même pas qui est, par exemple, Innocent Kabara. Ils n'en ont jamais entendu parler. Encore moins de Caius Sauter, d'Ovi. Encore moins de Tom Aubin. Mais la personne que les gens connaissent le plus, c'est d'abord Gnassingbé. Parce qu'il y a un patronyme qui est là. Un héritage politique derrière. Un héritage politique derrière, que le père avait laissé et que le fils, dont le fils bénéficie. Et en dehors de ce candidat-là, qui bénéficie non seulement du patronyme, mais de l'héritage politique du RPT, qui avait ce démembrement un peu partout sur le territoire national, parce que n'oublions pas une chose, le RPT d'abord, et puis ensuite UNIR a pris l'héritage du RPT, c'est le parti le plus implanté. Même dans tous les villages du Togo, c'était le parti le plus implanté. Si bien que, quand tu vas partout, tu vas voir des t-shirts que des paysans portent, qui sont estampillés UNIR ou bien la photo du chef de l'État. Et j'ai même été curieux, la dernière fois j'étais assis ou pour un enterrement, j'ai été curieux même de voir quelqu'un qui portait encore un t-shirt d'Eyadema avec le logo du RPT dessus. Donc vous voyez, donc c'est un héritage dont a bénéficié effectivement UNIR. En dehors de ce parti, le parti encore le mieux représenté, le mieux implanté au Togo, c'est sans conteste l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Et également là, l'ANC aussi a bénéficié d'un héritage. Et cet héritage-là, c'est l'UFC, l'Union des formes de changement de Jésus Olympio. Vous voyez? Non, ce sont des partis qui ont fait un travail de terrain. Ce sont des partis qui sont implantés politiquement. Ce sont des partis qui ont des zones géographiques et des bases électorales avérées. Donc, ces partis-là sont en réalité les poids lourds, qu'on peut dire, sur la scène politique nationale. Donc, UNIR, le chef de l'État actuel, le chef de l'État sortant qui est candidat, et dont on dit qu'il sera abattu, ce dont moi je ne crois pas, étant donné que quand on voit sur le terrain, il n'y a personne, aucun parti possible de l'opposition qui n'investit pas le terrain, en dehors de Novi, Nouvelle Vision de Dr Ton qui fait de gauche à droite quelques actions sporadiques, ou bien en dehors de Diritama qui fait un travail de terrain mais qui finalement a décroché. Je ne vois pas aujourd'hui quel candidat peut effectivement
couvrir l'étendue du territoire national comme le fait UNIR. Or, les élections, c'est la couverture du territoire national et non de certaines zones géographiques ou bien de certaines bases électorales. C'est la couverture de l'ensemble du territoire national. Parce qu'on a besoin, un candidat a besoin de la voix de chaque Togolais pour pouvoir remporter les élections. En analysant un peu la grande mobilisation, insistant sur la candidature de Faure Gnassingbé au sein du parti UNIR, on a l'impression de dire que sans Faure Gnassingbé, UNIR ne gagnerait pas. C'est ça aussi le problème de UNIR. Il faudra que UNIR arrive à se départir de ce culte de la personnalité à outrance. Parce que la mise en scène qui est instaurée depuis un bon bout de temps pour dire que le candidat naturel c'est Faure, sous-entend qu'en dehors de Faure, il n'y a plus personne dans le parti. Or, quand on voit l'organigramme du parti, quand on voit le statut du parti, il y a quand même des têtes bien faites qui peuvent remplacer UNIR. Est-ce que cela pourrait faire l'unanimité? Voilà l'autre question également. Mais ça, c'est un débat interne au parti, parce que chaque parti a besoin de travailler en interne pour trouver un consensus. C'est ça qui manque souvent à certains partis de l'opposition. Mais ce débat, c'est interne à UNIR. Qu'il trouve un autre candidat en dehors de M. Faure Gnassingbé, ça c'est un débat interne. Et je crois que ce parti a une capacité quand même de le faire. Mais, quoi qu'on dise, dans chaque parti, il y a des tendances. Il y a des tendances conservatrices et il y a des tendances progressistes. Et au sein de UNIR, on a l'impression que la parole, que les gens ont peur de la parole. Les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Parce que, individuellement, quand vous rencontrez certains apparatchiks du pouvoir ou bien de UNIR, ils vont vous dire oui, on sait que l'alternance est possible, etc. Mais quand ils vont dans leur parti, ils ne peuvent pas dire cela. Donc, oui, il y a des tendances conservatrices qui disent non, ben oui, écoutez, on garde ce qu'on a. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et d'autres qui veulent être progressistes quand même, hein, donc qui veulent que les choses évoluent. Et je crois qu'il y a ce progrès-là qu'on constate quand même, où quelquefois, à certains niveaux, quelquefois les paroles se délient. Et j'ai l'impression quand même que aujourd'hui, même au sein d'UNIR, ils savent que beaucoup de choses doivent changer dans ce pays. Au niveau, par exemple, du vol des deniers publics, et heureusement qu'il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale la dernière fois pour que les gens disent leur héritage avant de prendre fonction. Donc, heureusement qu'il y a ça. Donc, ils doivent savoir que on doit répartir les richesses nationales du pays. Parce que le chef de l'État même l'a dit depuis 2012, avril 2012, et ça le poursuit, qu'il s'est rendu compte qu'il y a une minorité qui s'est accaparée des richesses du pays. Mais depuis, il n'a rien fait pour donner un seul exemple pour taper du poing sur la table. On a des institutions mises en place pour pouvoir... Oui, il y a Aplusia, qui a transmis des dossiers la dernière fois, notamment le dossier de la CAN, le dossier... C'est des pas encouragés. C'est des pas encouragés, mais faut-il encore que l'acte suive. Aplusia a transmis au procureur. Mais qu'est-ce que le procureur va en faire? Jusque-là, le procureur n'a pas encore chargé un magistrat pour enquêter, ou bien n'a pas demandé à ce que les intéressés soient écoutés. Mais on les connaît. Donc, il faut que la redistribution, donc pour revenir à ce que je disais, qu'il y ait une redistribution des richesses. Il y a des zones qui sont enclavées. Il faut les désenclaver par des pistes. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des dernières pluies de la saison pluvieuse, ce qui s'est passé. Il y a des routes qui étaient impraticables, il y a des zones qui étaient complètement enclavées, etc. Donc il y a ça à faire. Il y a le projet d'électrification d'énergie pour les zones reculées. Il y a les projets au niveau, le monde paysan, le monde agricole qui a besoin du soutien, de l'aide de l'État pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, UNIR doit savoir que on ne lui donne pas un blanc-seing durant les 15 ans, de 2005 à 2020, on ne lui donne pas un blanc-seing, mais ils ont une responsabilité. Cette responsabilité-là incombe que ce pays-là soit gouverné autrement. Et c'est cette gouvernance autrement-là qui doit être le soubassement maintenant de la candidature de M. Faure Gnassingbé, puisqu'il est déjà candidat et que les lois de la République sont respectées, notamment en ce qui concerne la Constitution, la loi fondamentale du pays, qui l'autorise à se représenter. Maintenant, il faudra que la campagne se déroule
dans les termes, que la Cour des comptes veille à ce qu'il n'y ait pas un dépassement des fonds, parce qu'on a vu en 2015 ce qui s'est passé, alors que... Un déséquilibre criard, alors que UNIR dépensait des milliards pour sa campagne. Il y a des candidats qui se sont contentés simplement des 72 millions de l'aide financière de l'État, et que d'autres n'en ont même pas. Donc il faudrait que cette fois-ci, la Cour des comptes joue son rôle pour que UNIR se dise d'abord qu'il faut être légaliste, respecter les lois de la République et que la campagne soit équitable. C'est ça que moi je souhaite pour cette campagne, pour que UNIR comprenne enfin qu'il a un rôle, non seulement en tant que parti au pouvoir, mais un rôle en tant que parti qui doit d'abord être au cœur même du développement du pays. Anani Sossou, restons toujours sur la candidature de Faure Gnassingbé. Et ma question, est-ce que sans Faure Gnassingbé, les leaders de l'opposition mettraient en difficulté le parti UNIR? Cette question, ça dépend, parce que le Togolais d'abord vote pour un individu. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le débat au Togo, les campagnes électorales au Togo sont tellement ethniques, sont régionales, et posent d'abord sur un individu. Je pense que si aujourd'hui Faure Gnassingbé décide volontairement de ne pas être candidat, de UNIR, il y aura d'abord des débats internes, une guerre fratricide qui va s'opérer au sein de UNIR pour dégager quelqu'un de consensuel au sein de ce parti. Mais maintenant, les élections également, ça se base sur des fédérations. Et sur ce plan, comme je le disais avant, UNIR a des fédérations, des démembrements un peu partout sur le territoire national. Maintenant, reste à savoir si le candidat consensuel en dehors de Faure Gnassingbé sera accepté par les autres les bases électorales, par les fédérations. C'est ça aussi un enjeu. Donc sur un plan purement d'organisation, UNIR est très organisé. Ils ont des fédérations, ils ont des démembrements. Donc ils peuvent investir tout le territoire national. Ça c'est une évidence. Maintenant sur la personne qui peut incarner cette alternance au sein même d'UNIR, c'est là où le bas blesse. Parce que vous avez vu les spéculations qu'il y avait eu sur la candidature que Faure ne sera pas candidat et que c'est M. Adédié qui allait le remplacer. Mais quand j'ai vu dans des plateformes ou bien dans des groupes qui soutiennent le président Faure, le débat même a été houleux là-bas. Très houleux. Très houleux, ou bien des gens ont dit même que Adédié, il vient d'arriver, il sort d'où, qu'il connaît dans le parti, etc. Que le seul candidat valable, c'est Faure. Donc, vous allez voir que si Faure ne se représente pas, la guerre va être une guerre larvée entre les partisans même de ce parti. Oui, ça va être difficile de trouver un consensus autour de nos candidats si éventuellement Faure ne se présente pas. Mais maintenant, si M. Faure Gnassingbé ne se présente pas et qu'il y a un autre candidat de UNIR, est-ce qu'il peut inquiéter le pouvoir, l'opposition? C'est ça la question, n'est-ce pas? Parce que, à écouter l'opposition, bien avant la candidature de Faure Gnassingbé, l'opposition a insisté sur la non-candidature de Faure Gnassingbé dans les termes où, selon elle, sans Faure Gnassingbé, le jeu serait beaucoup plus à son avantage. Oui, mais c'est une question d'organisation, comme je le disais tantôt, c'est une question d'organisation. Et sur ce plan, UNIR est très bien organisé. Maintenant, c'est la question essentielle, c'est la personne qui peut faire d'abord le consensus au sein de UNIR et qui peut rassurer les bases, les fédérations de UNIR. C'est ça le problème. Maintenant, si UNIR ne présente pas le chef de l'État sortant, le président du parti, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait inquiéter l'opposition? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que UNIR est bien organisé. Et UNIR peut convaincre sur le terrain. Non, dans le sens où les gens auront du mal à accepter d'abord, parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de conservateurs au sein de UNIR. Beaucoup de conservateurs. Bon, des gens auront du mal d'abord à accepter une autre candidature. Mais la personne qui sera choisie aura beaucoup de pain sur la planche. Il aura rassuré sa base, il aura rassuré d'abord le bureau politique du parti, et puis ensuite maintenant rassurer les Togolais, pour dire que oui, ce que moi je veux faire sera différent de ce que le président sortant avait fait. Donc sur ce plan-là, l'opposition pouvait avoir beaucoup plus de chances d'inquiéter un éventuel candidat de UNIR qui ne serait pas Faure Gnassingbé. Mais sur un plan purement organisationnel, de couverture du terrain, UNIR est très outillé.
Bien, Anani Sossou, le processus électoral se poursuit. Ce matin à minuit, le dépôt des candidatures a été donc clôturé. On note au total 10 candidats enregistrés selon l'annonce de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI. Diritama n'est pas de la liste. Dans un communiqué, il annonce se retirer au regard d'une certaine analyse de la situation sociopolitique sur le plan électoral. Oui. Diri Tama, oui. son retrait aujourd'hui de cette course qu'il a eu à préparer pendant plusieurs mois, comment vous l'analysez? Oui, il a été le premier à se déclarer candidat à l'issue d'un congrès extraordinaire le 24 août 2019, oui, si ma mémoire est bonne. Moi déjà depuis 3 jours, de par mes sources, mes contacts, j'ai appris que Diri ne se présenterait pas. Au départ, j'avais cru que c'était un bluff. Et puis, j'ai poussé un peu ma curiosité. Et déjà hier matin sur ma page, j'annonçais qu'il est probable qu'il ne soit pas candidat. Et j'ai donné les raisons. Les raisons, c'est que j'ai vu quand même qu'il y a des t-shirts et des casquettes dégagées du net qui sont commandés. Et curieusement, j'ai vu qu'il n'est pas fait mention de l'élection présidentielle de 2020. Déçu. Mais plutôt des régionales. Ça a fait un tilt dans ma tête. Je me suis dit non, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Diritama qui est investi candidat, le premier, et celui qui est tous les week-ends sur le terrain, hein, qui est du nord au sud, qui sature tout le terrain, comment il peut faire des gadgets sur lesquels il n'est pas fait mention de la présidentielle de 2020, mais plutôt des régionales. Ça m'a surpris, je me suis dit non, il y a quelque chose qui se passe. J'ai essayé en vain de contacter Diritama. Il m'a envoyé qu'un message pour me dire je suis occupé, je te rappelle. Et je n'ai jamais reçu jusqu'à l'heure où je parle son rappel. Mais dans la soirée, j'ai eu une autre source qui me confirme, une source proche du parti qui me confirme que non, ils n'iront pas. En réalité, je pense que... C'est une décision réaliste? Je pense que Diritama a été pragmatique plutôt. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au regard de la situation, il sait que les dés sont pipés, que son parti qui ambitionne de faire entre 10 et 15% de l'électorat, il s'est rendu compte qu'il ne pourra pas faire ce pourcentage-là, et ça ne servait à rien alors d'aller d'abord déposer une caution qu'il ne pourrait peut-être pas récupérer, et ensuite engager des frais pour l'élection présidentielle. Donc il a compris que de manière pragmatique, il va se jeter dans l'eau et qu'il ne s'en sortirait pas. Et il a simplement pensé rebousser chemin. Étant entendu que les élections régionales sont annoncées pour bientôt, c'est-à-dire les élections régionales et puis les élections sénatoriales qui seront organisées. Et je l'ai entendu un peu ce matin en venant dans votre studio, je l'ai entendu sur Victoire FM, où il disait qu'il voulait plutôt miser sur les élections régionales afin d'avoir des conseillers régionaux et puis des sénateurs. Et également asseoir sa base électorale. Je crois que sur ce plan, le raisonnement tient. Mais est-ce qu'il y a autre chose derrière ce volte-face de M. Tama? Ça, c'est la grande interrogation. Et l'autre grande interrogation que moi je pourrais te souffler, c'est à qui Diritama quelle consigne de vote donnerait Non, il a été clair aujourd'hui sur Radio Victoire. Quand je venais, je l'écoutais dans ma voiture. Il a été clair. Il a dit qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Ça pourrait être interprété d'une autre manière également. Également, ça pourrait être interprété, mais parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de supputations qui font croire qu'il a négocié avec le pouvoir en place pour qu'il ne miette pas la voix du RPT au nord, de unir plutôt au nord, beaucoup de supputations, mais en réalité, est-ce que Diritama pourrait émietter la voix de unir au nord? Je ne pense pas. Si Diritama ne s'est pas présenté dans son Sioux natal en tant que député, en tant que candidat député, et qu'il s'est présenté à Elavagnon, donc je ne vois pas pourquoi il pourrait émietter des voix dans le Dufelgou, par exemple, à unir. Je ne comprends pas cette logique-là que les gens tiennent. S'il avait un poids politique dans le Dufelgou, il aurait pu se présenter dans son Dufelgou, au lieu d'aller dans l'Est Mono. Vous voyez ça?
Ça, c'est le raisonnement que les gens donnent, je ne comprends pas. Par rapport à unir, le NET est un parti qui est encore jeune, rappelons-le, mais c'est le NET n'a pas autant de poids politique pour émietter les voix de unir au Nord, non. Donc, s'il dit qu'il ne va pas se présenter, qu'il préfère plutôt concentrer ses énergies sur les élections régionales, c'est qu'il a compris que finalement, il ne pouvait pas faire le poids devant unir. Et il a compris qu'il ne voulait pas non plus gaspiller ses fonds. Ça, c'est un. De deux, est-ce que au préalable, Djeritama a eu à faire des concessions ou bien des négociations avec UNIR? Ça, c'est la grande interrogation. N'oublions pas qu'on est en politique et que tout est possible. Moi, je ne ferme jamais en politique, je ne ferme jamais la porte sur quoi que ce soit quand les politiciens s'entre-déchirent, parce que il peut s'entre-déchirer aujourd'hui et se retrouver demain. Ou bien, il peut y avoir des sous-entendus que nous ne connaissons pas, mais qu'au fond, eux-mêmes, ils savent. Donc, est-ce qu'il a été négocié ce retrait-là? Oui ou non? Ça, personne ne le sait. Seul le candidat peut le dire. Et je ne vois pas au nom de quoi, aujourd'hui, Djeritama, qui a été candidat en 2015, se retirerait aujourd'hui au profit de l'UNIR. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'autre parti... Mais bien au contraire, d'ailleurs, bien au contraire, je crois que même Djeritama se présentant à l'élection présidentielle pouvait mettre en difficulté, si on le dit bien, il peut mettre en difficulté peut-être le pouvoir dans son fief de Lavagnon, par exemple. Et également, comme il le disait, porter sa voix sur le candidat qui sera le mieux représenté au sein de l'opposition. Donc, il s'est désisté, il s'est retiré de la course au dernier moment. Bon, ça, il a ses raisons. Mais en se présentant, il apporterait peut-être un plus à l'opposition. Mais son raisonnement qui disait que c'est parce que les autres partis n'ont pas fait un travail de terrain, que les autres partis de l'opposition ne sont pas présents sur le terrain et qu'il craint beaucoup qu'on n'aille pas au deuxième tour de son raisonnement. Peut-être que c'est un raisonnement aussi qui peut tenir, si bien qu'aujourd'hui on ne voit que UNIR sur le terrain. Même le grand parti le plus implanté en dehors de UNIR, l'ANC, on ne le voit pas. On l'a vu à Kondjedi la dernière fois, mais au fond, à l'intérieur du pays, on ne voit rien arriver. Alors qu'on est à la porte d'une élection présidentielle cruciale où chacun veut une alternance. Le parti politique ou le mouvement politique Bâtir, lui, a été clair, il accorde tout son soutien à la candidature de Faure Gnassingbé. L'annonce a été faite hier. Oui, mais il faut dire quand même que Bâtir se retrouve dans une logique, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. D'abord, Bâtir, c'est un parti qui est jeune, qui n'a même pas encore un an d'existence. Oui. Ils ont été aux élections législatives et locales en tant qu'indépendants. Et je crois qu'ils ont eu 2 députés à l'Assemblée nationale et un maire et un adjoint au maire. Donc c'est un parti qui est jeune. Et je crois que ce parti est dans sa logique et dans sa cohérence. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils sont sous la coupole de UNIR. Donc ils ne peuvent que dire oui à UNIR. Sous la coupole de UNIR? Oui, ben, bien sûr. Ben, le UNIR et Bâtir est tellement proche de UNIR par son idéologie politique. Quand on voit l'ossature politique du Togo, on connaît à peu près l'idéologie de chaque parti politique. UNIR, Bâtir est très très proche au niveau de l'idéologie politique, ils sont proches de UNIR. Et je ne vois pas aujourd'hui Bâtir aller soutenir Jean-Pierre Fabre ou bien Gbewé Kodjo. Je ne vois pas, puisque les idéologies ne sont pas les mêmes. Donc Bâtir est dans une logique, dans une cohérence. Eux, ils ne peuvent apporter qu'un soutien aux candidats d'UNIR. Ils sont dans leur logique. Je trouve quand même qu'ils sont honnêtes. Parce que dans ce jeu politique togolais, il y a tellement de malhonnêtes. Des gens qui disent autre chose la nuit, le jour plutôt, mais qui font autre chose la nuit. Mais aujourd'hui, on a vu que Bâtir a été honnête envers son idéologie, a été honnête envers lui-même en accordant sa voix. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils vont faire campagne pour UNIR en tant qu'entité Bâtir. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ils vont faire campagne pour UNIR en tant qu'entité Bâtir. Donc, ils sont honnêtes, et ça, c'est rare de trouver des gens honnêtes comme ça en politique. Ils savent qu'ils sont sous la coupole de UNIR, ils vont supporter UNIR, ils l'ont dit clairement. Ils ne vont pas dire non, on ne donne pas de consigne de vote, etc., alors que tout le monde sait qu'en soumet, aucun parti n'est neutre au Togo. Soit tu participes, tu bats campagne pour ton parti, soit tu ne participes pas, mais tu vas faire autrement pour supporter un autre candidat. Ça, c'est clair. Alors, la grande question qui se pose au sein de l'opposition aujourd'hui, c'est quel candidat soutenir? Ils sont 9 contre Faure Gnassingbé au regard de l'enregistrement des dossiers à la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, le choix
semble être entre choisir un candidat unique de l'opposition et la dynamique. Monseigneur Podro pose son choix sur Agbeome Kodjo, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, en résumé, un ancien homme d'État togolais. Ouais, en réalité, quand on dit qu'il y a un candidat unique de l'opposition, c'est une escroquerie intellectuelle. En quoi? Il y a l'ANC, c'est Jean-Pierre Fabre, c'est un candidat de l'opposition, n'est-ce pas? Ai-je menti? Docteur Crescent, oui, Docteur Crescent, ils sont partis 5 dans l'opposition, n'est-ce pas? Le PSR de Kwame Olu sont partis 5 dans l'opposition, n'est-ce pas? Donc quand aujourd'hui je lis sur les réseaux sociaux, ou bien je lis même des candidats comme M. Agbeome Kodjo qui disent qu'ils sont le candidat unique des forces démocratiques, je dis que c'est une escroquerie intellectuelle. Il ne peut pas y avoir plusieurs candidats de l'opposition qui se présentent, qui ont fait enregistrer leur dossier, et que pendant ce temps, il y a un candidat qui fait croire à l'ensemble des Togolais qui sont à l'intérieur dans la diaspora qu'il est le candidat unique de l'opposition. C'est une escroquerie. On parlerait peut-être du candidat unique d'une partie de l'opposition. Non, on parlera plutôt du candidat unique du prélat, Monseigneur Podro. Mais autour de Monseigneur Podro, ça a été une réflexion menée avec un ensemble de candidats, un ensemble de partis politiques. Oui, mais qui sont d'abord ces sages-là qui ont désigné M. Agbeome Kodjo? Vous avez le ministre Samarou, vous avez le ministre Adodo, vous avez également, et ça m'échappe un peu... Oui. Mais comment est-ce que ça a été conduit ce processus-là? J'ai lu la dernière fois avec beaucoup d'attention M. Kodjovi Obenton, qui est revenu largement sur le processus qui a porté M. Agbeome Kodjo en tant que candidat unique du prélat. Parce que tout est fait de sorte que les autres candidats n'aient pas voix de cité. Moi, j'avais dit que le processus aurait été autrement. Étant donné que Monseigneur Podro, depuis déjà des mois, demandait à l'opposition d'avoir un candidat unique, il aurait pu, par exemple, demander qu'il y ait des primaires au sein de l'opposition, n'est-ce pas? Qu'il aurait pu créer une plateforme pour demander aux Togolais, qu'ils soient au Togo ou à l'extérieur du Togo, de s'inscrire sur cette plateforme-là, de permettre à chaque candidat qui veut représenter l'opposition de pouvoir battre campagne, pour qu'il y ait des projets contre projets, qu'il y ait des arguments contre arguments, et que on donne par exemple 2 semaines à chaque candidat de battre campagne, étant donné qu'il y a déjà une plateforme sur laquelle les gens se seraient inscrits pour voter pour le candidat qui les aurait convaincus. Le processus n'a pas été fait de cette manière-là. Or, on sait que ça fait déjà presque 1 an que Monseigneur Podro lutte pour qu'il y ait un candidat unique. Pourquoi on n'a pas procédé ainsi? Ça aurait été beaucoup plus démocratique parce que, non, Elie, cette question, elle est cruciale. Elle est vraiment cruciale. Elle est cruciale. Mais la question que je voudrais vous poser, à Nani Soussou, est-ce que ce primaire dont vous parlez, est-ce que ce primaire est-il encore nécessaire quand on sait que les dernières élections ont mis la NC à la tête de l'opposition togolaise? Non, mais la question n'est pas... La question ne se pose pas en termes de popularité. Non. À mon avis. La question n'est pas... En termes de posture, La question n'est pas de savoir quel parti a été propulsé après le parti unir. La question n'est pas là. Vous voyez, je crois que on veut la démocratie, n'est-ce pas? Il faut que nous-mêmes, nous soyons d'abord des démocrates. Et la démocratie, la meilleure manière par l'élection. Oui, on veut qu'il y ait la démocratie dans notre pays. On veut qu'il y ait la transparence dans toutes choses. Et dans le même temps, ceux qui prônent cela, ils font exactement le contraire de ce qu'ils veulent. Vous voyez? Quand vous avez vu en France l'élection, les primaires au niveau du Parti Socialiste, vous avez vu les primaires au niveau des Républicains, vous avez vu comment ça s'est passé? Ça a été toujours comme ça dans ces pays. Ça a toujours été comme ça, mais nous aussi nous aspirons, n'est-ce pas, à devenir des démocraties modernes. Donc, la logique aurait voulu qu'étant donné que Monseigneur Podro, depuis des mois, appelait à une candidature unique, qu'il permette à chaque candidat, qu'il soit de l'ANC, du MPDD, du PSR, etc. Et même, lorsqu'il a associé les candidats indépendants, qui permettent à chacun, comme ça se passe aux États-Unis et partout ailleurs, que ces candidats-là puissent travailler et battre campagne sur le même pied d'égalité. Vous voyez? Alors, on aurait pu créer une plateforme, comme je le disais, demander aux populations de s'inscrire sur cette plateforme
pour élire le candidat qui les aurait convaincus. On aurait pu permettre aux candidats de battre campagne, projet contre projet, comme je le disais, et avoir un comité qui puisse superviser les résultats qui vont sortir. Et c'est en ce moment-là qu'on va dire, voilà, au terme de ce processus, voici le candidat qui a été désigné. Cela n'a pas été le cas. Tant Aubin disait la dernière fois que Monseigneur Kwadjo est venu chez lui à la maison pour lui demander de se retirer. Au nom de quel principe on va demander à un candidat qui a le droit de se présenter, qui est un citoyen, parce que chaque citoyen togolais, dès lors qu'il remplit les conditions d'éligibilité, les conditions de la République, peut se présenter. Je vois mal comment est-ce que le prélat peut aller chez un candidat à la maison pour lui demander de se retirer au profit d'un autre candidat. Est-ce que c'est démocratique? Au nom de quoi il est convaincu que ce candidat-là est le mieux représentatif? Mais quand vous voyez les dernières élections, par exemple, comme tu viens de le dire, c'est l'ANC qui était le parti le plus populaire. Tu disais tout à l'heure que la logique aurait voulu que ce soit l'ANC qui porte cette candidature unique. La logique. Non, la logique sur le plan popularité, non, voilà, ça c'est purement électoral. Ça c'est purement logique, mais c'est pas démocratique. Vous voyez la nuance? C'est logique, mais c'est pas démocratique, parce que la popularité ne se mesure pas ad vitam aeternam. La popularité se mesure par rapport à un événement donné. Et ça peut changer d'un jour à l'autre. Voilà, ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc la logique aurait voulu d'abord que Monseigneur Kwadjo demande plutôt aux autres candidats de se mettre derrière le candidat Jean-Pierre Fabre. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il dit maintenant aux autres candidats de se désister en faveur d'un autre candidat? Mais lors des dernières élections locales, c'est l'ANC qui a eu beaucoup plus de conseillers communaux. Et même le NET de Dieritama a battu le MPDD d'Agbéomé Kwadjo. Rappelons que le NET a eu 33 conseillers communaux, n'est-ce pas? Et que Agbéomé n'en avait eu que 25. Rappelons au niveau des élections législatives du 20 décembre 2018, combien de députés a eu le MPDD? Donc si on veut mesurer la candidature unique par rapport à la popularité, je crois qu'Agbéomé Kwadjo ne fait pas le poids aujourd'hui. Et d'ailleurs, regardons encore un peu en arrière, lors des élections présidentielles de 2010. Combien de suffrages M. Agbéomé Kwadjo avait eu? Voilà. Il faut mesurer cette popularité-là, même en parcourant les rues de Lomé. Regardez, il n'y a pas eu une candidature qui pose autant polémique que celle plutôt de M. Agbéomé Kwadjo. Et pourquoi? Les gens devraient s'interroger sur cela. Pourquoi la candidature de M. Agbéomé Kwadjo ne fait pas l'unanimité? Parce que les gens connaissent que le gars, que M. Agbéomé Kwadjo, par exemple, a un lourd passif qu'il traîne et que les gens n'ont pas encore oublié. Il a demandé pardon pour tout cela. Oui, les gens n'ont pas encore oublié. Il est facile, par exemple, aujourd'hui, d'être le candidat de Monseigneur Kwadjo et de dire oui, je demande pardon. Non, un mea culpa, c'est dans la demande de pardon, c'est dans les actes qu'on le voit. M. Kwadjo a un lourd passé. Ce sont des gens qui ont permis, par exemple, à Eyadema de mourir au pouvoir. Il faut le rappeler aux gens. Il était le premier à appeler à ce que le régime RPT... Mais pourquoi? C'est justement... Mais il avait permis, le 30 décembre 2002, de tripatouiller la constitution togolaise. Il a porté le projet de tripatouiller la constitution togolaise pour sauter le verrou de limitation de mandat pour que Adema soit meilleur au pouvoir. C'est justement parce qu'à un moment donné, il a senti qu'il n'est plus le dauphin, le dauphin plutôt du chef de l'État. Il pensait être le dauphin plutôt. Et au moment où il a constaté qu'il n'est plus le dauphin du général Eyadema, qu'en juillet 2003, comme par hasard, il sort un brûlot dans lequel il dit il est temps d'espérer, où il chargeait purement et simplement le RPT, qui est devenu aujourd'hui, non je vais terminer, le RPT qui est devenu aujourd'hui UNIR. Est-ce que UNIR dans ses comportements est différent? Est-ce que en dehors de certains actes qui sont quand même contraires à ce que le RPT faisait, mais la dynamique du système est restée le même, n'est-ce pas? Le système qui monopolisait le pouvoir, c'est le même système RPT qui monopolise encore aujourd'hui le pouvoir dans UNIR. Qu'est-ce qu'Agbéomé Kwadjo a fait? Il n'a rien fait pour. Au contraire, en 2015, il a eu le mérite d'appeler quand même à ce que les choses soient réformées. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Aujourd'hui, on dit qu'il a des chefs d'État de la sous-région qui le soutiennent, qu'il a l'Élysée qui le soutient, qu'il a ci, qu'il a ça. Mais pourquoi depuis juillet 2003, qu'il est rentré en opposition au général Eyadema, il n'a pas mis ses contacts en branle pour pouvoir aider ce peuple à connaître une alternance politique? Non, ça c'est un débat. Et en plus, en 2015,
M. Agbomey Kodjo, qui n'était pas candidat à l'élection présidentielle, avait clairement appelé à voter pour le candidat UNIR. Qu'est-ce qui a alors changé? Et plus encore, dans le Yotor, le QG de UNIR, c'était chez M. Agbomey Kodjo. Il a battu campagne pour Agbomey Kodjo. Et beaucoup de journalistes peuvent en témoigner aujourd'hui. Vous avez les éléments de preuve? Mais beaucoup de journalistes peuvent en témoigner. Et moi-même, j'ai été chez M. Agbomey Kodjo en 2015, sur sa terrasse. Pendant plus de 3 heures de temps, je l'ai supplié de ne pas appeler à voter pour M. Fornia Singbe, de ne pas soutenir le candidat de UNIR. Pendant plus de 3 heures de temps, le monde a eu des discussions farouches chez lui, à la maison, sur sa terrasse, où je lui ai dit, non, M. Agbomey Kodjo, l'heure est cruciale. Il faut donner une chance à l'alternance. Soutenez le candidat de l'ANC, M. Jean-Pierre Favre. Soutenez le candidat de CAP 2015. Il a dit non, qu'il ne soutiendrait pas le candidat Favre. Il a donné ses raisons que je respecte. Il a donné ses raisons que je respecte. Mais, personnellement, moi je sais qu'il a fait. Il a appelé à voter pour Faure en 2015. Qu'est-ce qui changerait aujourd'hui? Officiellement, on n'a pas eu de je vous dis que moi-même, j'ai été chez lui à la maison. J'ai discuté pendant... Prospérer, mais ça ne faisait pas l'affaire de l'ANC parce qu'on ne parle. Vous pensez que je peux venir dans votre studio et puis mentir au nom d'un candidat, d'un respectable monsieur comme M. Agbomey Kodjo? Oui. Non, je vous dis aujourd'hui que personnellement, je n'ai rien contre la personne de M. Agbomey Kodjo, mais j'en ai contre les actes qu'il a posés. Je peux vous donner encore d'autres exemples. Le FRAC, en 2010, la création du FRAC. Qu'est-ce que Agbomey Kodjo n'a pas dit à Paris? Qui viendra à Lomé pour signer l'acte fondateur du Front républicain pour l'alternance et le changement, dont l'initiateur était M. François Bokor. Il a dit qu'il viendra devant les caméras à Lomé pour signer ça et porter son soutien au candidat qui a été choisi à Paris, Jean-Pierre Favre. Mais qu'est-ce qu'il a fait après, quand il est venu à Lomé? Il a ravalé ses mots, n'est-ce pas? Et il s'est porté candidat. Donc vous voyez, cette versatilité, c'est ça que je combats, M. Lee. Cette versatilité de la personne, c'est ça que je combats. Je ne combats pas M. Agbomey Kodjo, sa personne, non. Mais je suis dans un combat d'idées avec lui. Ouais, de par ses positionnements, de par ses actes. Anani Sossou, à l'analyse des critères qui ont amené la dynamique Kodjo à choisir Agbomey Kodjo comme candidat unique de l'opposition, on note quand même que les critères qui sont qu'on peut nommer comme critères de l'homme ou de la personnalité qui connaît mieux le régime UNIR, homme d'État qui a une fois fait le pouvoir, qui maîtrise l'entourage ou l'environnement d'un appareil d'État. En dehors de ces critères, on parle également des critères relationnels, diplomatie, carnet d'adresse. Ne pensez-vous pas qu'Agbomey Kodjo a cette posture en lui? Macron avait quelle posture, avec quel carnet d'adresse en dehors du monde financier, avant de ravir la médaille à tous les politiciens français? Macron, il a été ministre dans le gouvernement de Hollande. Mais pour combien de temps? Je vais vous donner encore un autre exemple. Monsieur Zelensky, en Ukraine, le comédien, il a eu quelle adresse? Quel carnet d'adresse il a avant de ravir la médaille aux chevronnés politiciens ukrainiens? Non. Il faut arrêter de dire qu'on a des relations et par rapport à ces relations-là, on a des réseaux. Non. Mais en politique, ces réseaux, en politique, ces réseaux sont également importants pour pouvoir diriger un pays. Non. Non. Vous savez, quand on est un chef d'État élu, quand on a de l'expérience ou pas, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui n'ont aucune expérience politique. Mais vous allez me dire que Talon a été ministre? Talon a été dans l'entourage de Naïb Boni. Oui. Est-ce qu'il a été ministre? Non, mais c'est une question que je pose. Il n'a jamais été ministre, n'est-ce pas? Mais il a été élu chef d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'est entouré. Regardez, quelqu'un de compétent comme Abdoulaye Diop-Chané, qui coordonne. M. Koupaki René, qui est là. Voilà. Un chef d'État n'a pas besoin forcément d'avoir des réseaux ni d'expérience avant d'être élu. L'élection présidentielle, comme disait le général de Gaulle, c'est un rendez-vous d'un individu avec un peuple. Et si moi, par exemple, Anani Sossou, n'ayant jamais eu d'expérience en matière gouvernementale, je me porte candidat que le peuple m'élit, je dois m'entourer
des gens qui connaissent le boulot. N'oubliez pas que l'État, c'est une continuité. Ce n'est pas parce qu'il y a un expérimenté qui est parti et qu'il y a un novice qui va arriver que l'État va s'arrêter. Non. L'État, c'est une continuité, n'est-ce pas? Je vais m'entourer quand même de ceux qui connaissent le boulot, de ceux qui sont mieux capés en économie, en diplomatie, etc. Les arguments qui sous-tendent aujourd'hui que le candidat du prélat a beaucoup de carnets d'adresse. J'ai posé d'abord une question tout à l'heure. Oui, d'homme d'État. Mais qu'est-ce qui l'a empêché depuis 2003, où il est sorti du RPT, qu'est-ce qui l'a empêché de mettre pour les Togolais, de mettre son expérience, ses relations, son carnet d'adresse? Qu'est-ce qui l'a empêché de mettre ces relations-là au profit de nos populations pour qu'enfin on puisse avoir une alternance? Qu'est-ce qui l'a empêché? C'est parce que si c'est pas moi, donc ce serait personne. C'est ça le problème? Non, soyons sérieux une fois, soyons sérieux. Je disais tout à l'heure que je n'ai rien contre la personne du prélat, du candidat du prélat, M. Agboumé. J'ai contre les postures, les différentes postures que la personne prend, qui n'inspirent aucune confiance. C'est ça le problème. Et en dehors de ça, vous parlez de popularité. Aujourd'hui, Agboumé Kodjo a quelle popularité au Togo? Vous allez voir ce qu'il a sorti des urnes. Mais je souhaite quand même bonne chance à tous les candidats. Mais pour Kodjo, vous allez voir le résultat qu'il va avoir. Et là, on comprendra mieux que le problème du Togo, c'est autre chose que, par exemple, d'avoir des amis dans l'entourage du prélat pour se faire élire candidat du prélat. Merci à vous, Nani Soso, journaliste, analyste politique, activiste bien sûr sur les réseaux sociaux. Il est très connu. Merci d'avoir accepté de débattre de tous ces sujets de l'actualité sociopolitique avec nous ici à la Super Radio Métropolis Le Mans. C'est moi qui vous remercie. Je voulais dire aux Togolais que nous rentrons dans une période électorale et que la campagne doit être une campagne apaisée et que chaque candidat puisse mesurer ses propos, que chaque candidat puisse savoir qu'au-delà de tout, c'est le Togo que nous avons tous comme le seul héritage. C'est le seul truc que nous avons en commun et que si ça brûle, ça brûlera pour tout le monde. Si c'est bon, ce sera bon pour tout le monde. Je demanderai également aux candidats d'unir, parce que c'est le pouvoir, ce sont eux qui ont la force, de pouvoir mesurer leur appréhension, de pouvoir mesurer leur comportement sur le terrain. Merci à vous, Anaïs, aussi, une fois encore, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1. Au revoir. Prenez très bien soin de vous. Au micro, Elikling Koka Dokanou. La technique a été assurée par Alès Apalo et Georges Atitini.